Pour notre première interview, nous étions en Bolivie. Pour la seconde, nous étions en Guadeloupe. Et pour cette troisième interview inspirante, nous sommes au Canada, plus précisément à Montréal, où nous retrouvons Sandrine, créatrice de bijoux en céramique. Vous allez le voir dans la vidéo, ce ne sont pas n'importe quels bijoux en céramique, ils ont été créés avec des symboles féminins assez forts. L'objectif de Sandrine, que toutes les femmes retrouvent leur confiance et libèrent leur puissance créatrice. Bienvenue dans cette troisième vidéo des interviews inspirantes. Bonjour Sandrine, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette interview inspirante. Merci à toi de m'inviter et bonjour tout le monde. Avec plaisir. Alors avant de commencer, je vais refaire un petit point comme j'ai fait dans les autres vidéos sur le vocabulaire qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous allez entendre un mot, donc le mot Ikigai. Et pour la petite information, l'ikigai, c'est vraiment trouver le sens de sa vie. C'est trouver ce que vous allez pouvoir faire dans votre vie pour pouvoir contribuer au monde, pour pouvoir répondre aussi à toutes vos compétences. C'est quelque chose aussi qui va être vraiment dans vos talents. Enfin, j'en parle dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui s'appelle Ikigai, un nouveau concept à la mode. Et là, j'en parle vraiment de façon détaillée. Mais pour que vous sachiez, donc, l'ikigai, c'est vraiment ce qui va apporter du sens à votre vie. Et c'est donc ce dont on va discuter aujourd'hui avec Sandrine. Alors Sandrine, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Sandrine Garcia. Je vis à Montréal depuis une dizaine d'années avec ma famille. J'ai une petite fille. Je travaille, on va dire mon travail nourricier, enfin, pas mon ikigai, c'est travailler dans l'informatique. Et il m'est arrivé un événement un peu douloureux, en fait, on y reviendra peut-être un peu plus tard, qui m'a forcée à me rendre compte que mon travail, en fait, ne me rendait pas heureuse et que j'étais en train de m'éteindre, ma petite étincelle de créativité à l'intérieur de moi était en train de s'éteindre au fur et à mesure. Et donc, je suis en train de lancer ma marque de création de bijoux féministes engagés dans le but, en fait, de libérer les femmes, de les aider à augmenter leur estime d'elles-mêmes et de trouver cette sorte de pouvoir interne qui est comme mis sous cloche dans notre société actuelle. D'accord, très bien. Et pourquoi est-ce que tu aimes justement ce métier que tu as choisi, ce métier que tu as trouvé? Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Parce qu'il est à la croisée de plusieurs passions qui avant étaient parallèles mais qui ne se croisaient jamais. Par exemple, c'est le fait de créer, le dessin, parce que je crée des bijoux, mais je me suis remise au dessin, la céramique, le féminisme, l'engagement, la relation d'aide aussi. J'ai fait une formation de coaching de vie il y a quelques années et je l'avais mis de côté. Et donc, tout ça s'est croisé dans ce projet. Et le signe que ce projet comment dire, est le bon pour moi, c'est que quand je travaille dessus, quand je fais de la céramique, quand je dessine, je vibre. J'ai l'impression d'être ça fait ésotérique comme discours, mais j'ai l'impression d'être à un autre niveau vibratoire. Je jubile à l'intérieur. Alors après, ça ne veut pas dire que tout ce que je fais
j'estime que c'est beau ou que ce n'est pas perfectible. Je travaille toujours à m'améliorer, mais je sens qu'à l'intérieur, il y a une corde en moi qui vibre, je suis pleine de joie, mon énergie est meilleure. Dans la journée, si je dessine et si je fais de la céramique, eh ben tout de suite, ça va mieux. C'est chouette ça. C'est un peu quand on cherche un peu quand on fait l'ikigai, on parle un peu de moments de flow en fait. Et quand tu décris ça, c'est vraiment comme ça que je décris un moment de flow. C'est vraiment un moment où on est pris à 100% dans ce qu'on fait, où on vibre vraiment avec ce qu'on est en train de faire, où on ne voit pas le temps passer. Et je pense que c'est vraiment ça que tu es en train de décrire comme moment. Et c'est vraiment un des signes que tu as trouvé ton ikigai et c'est vraiment chouette. Et tu l'avais un peu commencé tout à l'heure, mais vers quel âge est-ce que tu dirais que tu as trouvé justement cet ikigai? C'est arrivé en fait très récemment. C'est arrivé en fait en décembre, on va dire décembre 2019. Alors pour en dire deux mots sans vraiment beaucoup m'étaler, mais fin novembre 2019, j'ai fait une fausse couche. Après des années d'essais, etc. Donc on était fous de joie et ça a été vraiment très dur, comme toute fausse couche, j'imagine. Mais j'ai été énormément en colère de la manière dont ça s'est passé dans le corps médical, l'absence d'empathie, l'absence de suivi, l'absence d'informations en fait données sur ce qui va t'arriver dans ton corps, puis la suite, tout ce qui est hormonal. Je savais déjà que j'étais sensible à toutes les montées et descentes hormonales. Après l'accouchement de ma fille, par exemple, j'ai pleuré non-stop pendant 10 jours. De joie, de peur, de joie, de peur, ça alternait, c'était affreux, c'était l'ascenseur émotionnel. Bon, ben là, c'était pareil et je le subissais d'autant plus qu'on ne m'avait pas préparé à ça. C'est quelque chose de très courant. Il y a une grossesse sur 3 ou sur 4, je crois, qui finit en fausse couche. Donc, l'information, on pourrait l'avoir. Et en fait, moi, je me suis sentie complètement démunie par rapport à ça. Puis, tu as la culpabilité en plus qui vient s'ajouter. Donc, c'est ça. Donc, c'était un état vraiment où j'ai un peu touché le fond de la piscine. et où la céramique, le premier contact avec cette ikigai-là, c'est que la céramique, c'est la seule chose qui me faisait me lever le matin. Le reste du quotidien était devenu très difficile. Et d'ailleurs, c'est difficile à dire pour mon mari et pour ma fille que j'ai jamais cessé d'aimer. Hein. Mais voilà, c'est la céramique qui me faisait continuer, y aller dans ma journée. Et j'ai tout simplement commencé à faire des médaillons en grès noir avec des mots puissants pour les femmes, avec des utérus, avec des clitoris. Je crois que mon premier médaillon, il y avait forte écrit dessus. Et c'est là que ça a commencé à résonner en moi. Parce que je m'imaginais déjà le partager et je m'imaginais déjà d'autres femmes les porter et ça me procurait un bien-être en fait. Donc c'est assez fou parce que ça m'aidait à aller mieux et je projetais l'aide que je pouvais apporter à ces femmes. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça a été vraiment ces médaillons à message. Et après, je me suis réveillée un matin avec une idée complètement rocambolesque de faire une vulve géante, donc de 1,60 m, composée de médaillons de vulve. Comme je sais pas, une image pixelisée. Puis mes différents médaillons auraient été les différents pixels colorés de cette image-là. Et quand j'ai calculé combien il m'en faudrait, j'ai calculé 1500. J'ai fini par en faire 1600. Et en fait, c'est comme ça que c'est parti, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom de ma marque qui s'appelle La Fauve.
Alors peut-être que ça va évoluer parce que j'ai fait des recherches au Québec, mais après en France et tout ça, quand on reviendra, parce qu'on a le projet de revenir, je ne sais pas, tu vois, si je vais le garder tel quel, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça, je l'ai déposé ici. Et donc, la FOV, elle a commencé par ce projet de vulve géante et les gens étaient hallucinés quand je parlais de ça. Et voilà. Et donc, j'ai fait mes vulves. Alors, malheureusement, à cause du Covid, je n'ai pas pu aboutir la vulve géante en tant que telle. Mais les vulves existent, elles sont prêtes et je vais le continuer. D'accord. Eh bien, c'est un projet... ouais. C'est dommage hein, que finalement le Covid a empêché ça, mais je pense que tu vas reprendre parce que ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui te parle et ça a l'air d'être juste... Enfin, il faudra publier des photos, il faudra faire des vidéos, il faut qu'on voit ça du coup. Et comment est-ce que en fait maintenant, à l'heure actuelle, tu fais pour vivre un peu de cette activité? Alors ça, c'est le point qu'il me reste encore à développer parce que là, j'étais dans une activité salariée et là, je passe à un statut d'entrepreneuse. Donc, en fait, là, j'en vis pas encore. Je suis vraiment dans le développement. Mais j'ai mis en place tout un panel d'actions afin d'arriver à en vivre. Donc, je me forme. Je me suis inscrite à un parcours d'entrepreneuse à Montréal pour me créer un premier réseau de femmes et pour pouvoir comme ça suivre d'autres projets émergents et pour pouvoir évoluer ensemble. Je tiens à jour mes réseaux sociaux. Je me forme aussi là-dessus. J'ai une formation sur Instagram parce que j'ai réalisé qu'en fait, Instagram et Facebook, c'était vraiment là où mes deux cibles étaient. J'ai une cible plus jeune sur Instagram et un peu plus âgée sur Facebook. Alors, pour l'instant, c'est Instagram qui se développe et un peu moins Facebook, mais il va falloir que j'apprenne à jongler entre les deux. Donc, c'est vraiment, j'ai mon activité que je continue à dessiner, je continue à produire, c'est comme si je me préparais pour le succès, en fait. Mais il y a tout un réseau d'entrepreneuses, il y a comment atteindre ta cible aussi. Il y a peu de gens qui me connaissent au final et j'ai pas une stratégie commerciale, par exemple, d'investir dans de la publicité. C'est pas comme ça que je veux faire. Je veux vraiment construire une communauté qui résonne avec moi, qui soit intéressée et qui évolue avec moi. Donc ça, je sais que ça va prendre un certain temps. Donc vraiment en vivre, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça c'est l'axe vraiment qui me manque pour que mon ikigai soit accompli en fait. D'accord. Et donc, un peu, finalement, tu n'as pas de stratégie en termes publicitaires, mais pour toi, le réseau, ça fait vraiment partie de ta stratégie, en fait. Tu vas vraiment mettre un réseau en place. C'est ça que tu comptes faire? Oui. Tout simplement en commençant par Instagram. Et puis aussi, j'ai un syndrome de l'imposteur à combattre. Donc, il y a aussi le fait que il y a un manque de légitimité. Je dois travailler avec ça jour après jour, enfin, contre ça. Donc, la publicité, pour moi, c'est l'étape d'après. Je ne veux pas dire que j'en ferai jamais, mais quand j'aurai, j'imagine, une communauté suffisamment construite et que moi, dans ma tête, je serai suffisamment claire, en fait, avec mon activité et ce que je veux faire, ben là, à ce moment-là, je pense que je pourrais aller vers la publicité. Parce que les bijoux, c'est le premier pas. Je veux aller vers de l'accompagnement de groupe. Je veux mettre en place des tentes rouges ou des cercles de femmes, des lieux de parole et de communication libérée sur des enjeux purement féminins. Alors après, quand je dis féminin, c'est sûr que ça semble être exclusif aux femmes, mais c'est aussi ouvert
aux femmes trans d'ailleurs, qui sont des femmes au même titre que les femmes cisgenres, et aussi aux personnes non binaires. J'essaie vraiment, parce que pour moi, le féminin, il existe en chacun d'entre nous. Et pour moi, c'est une valeur, c'est un symbole de ce que je veux développer. Donc, par exemple, mon logo, c'est une vulve. C'est le symbole pour moi de ce qui manque dans notre monde actuel, en fait, de tout un ensemble de valeurs du féminin. D'accord. Et tu penses que ce que tu as traversé du coup avec cette fausse couche, est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait que tu t'es tournée exclusivement vers les femmes? J'étais déjà très sensibilisée au féminisme. Il y avait déjà en moi la graine, en fait, de ça. J'étais déjà la, comment on dit, la casseuse d'ambiance. C'est le rabat-joie qui voit toujours des processus ou des mécanismes d'oppression, de domination. J'ai toujours. Alors, c'est vrai que le féminisme est arrivé sur le tard. J'étais beaucoup plus sensibilisée assez tôt sur les inégalités raciales. Donc voilà, c'était moi qui m'étais envoyé le pavé dans la mare et qui faisait qu'à chaque fois les conversations elles partaient dans tous les sens. Et j'étais moins outillée aussi au niveau de la rhétorique, au niveau de l'argument, au niveau là avec le féminisme, je me suis beaucoup documentée. J'ai beaucoup de bouquins chez moi. C'est un des trucs pour lequel je pourrais jamais être, par exemple, minimaliste vraiment dans ma vie, c'est que je lis énormément. Et j'ai besoin de ça parce que le savoir, c'est le pouvoir. Alors, je me documente, je lis beaucoup et j'essaie aussi d'ouvrir mes horizons, j'essaie aussi d'ouvrir mon féminisme. C'est pour ça que je te disais que je parle du féminin, mais pas de la féminité, tu vois. Il y a des choses comme ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'ouvert aux autres, qui passe par de la revendication, parce que si tu vas voir sur mon compte Instagram, des fois je partage des choses très marquées, très engagées, et pour autant je garde une ouverture sur l'autre, parce qu'on ne peut pas se couper en deux, on ne peut pas se couper de la moitié de l'humanité, on ne peut pas se couper des minorités. Je pense qu'on a comme ça un univers de possibilités et de relations à explorer ensemble, en fait. D'accord. Et pour en revenir, oui, vas-y. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu as répondu à ma question, oui. Oui, ok. Oui, je pense que tu as bien répondu à ma question et on a bien saisi en tout cas que ça faisait toujours finalement partie de toi, que c'est une de tes valeurs socles en fait. Et tout comme à mon avis, la justice, parce que tu parlais tout à l'heure que tu étais la première à défendre les minorités raciales, etc. Donc en fait, je pense que la justice et l'égalité fait partie aussi, ce sont deux valeurs importantes chez toi. Et du coup, le féminisme maintenant qui s'est révélé ici ces derniers temps. Donc oui, on a bien saisi et donc tu avais bien répondu à la question. Du coup, pour en revenir un peu au côté un peu business de tout ça, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui souhaite garder son travail comme toi, donc son travail comme on appelle un travail alimentaire, son job alimentaire, c'est le mot qu'à mon avis tu cherchais tout à l'heure, le job alimentaire. Comment est-ce que justement tu fais pour concilier les deux, pour que ça puisse un peu inspirer et motiver d'autres femmes justement à se dire ok, je vais garder mon job alimentaire pendant que je démarre. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces femmes-là? Oh, c'est un sujet assez compliqué en fait. C'est vrai que moi, ce qui aide pas mal, c'est que je suis au 4/5e. Donc, j'ai dégagé toute une partie du temps pour ça. Ensuite, je pense qu'il est nécessaire d'avoir des alliés autour de soi et des aides. Parce que moi, je sais que en étant maman et en couple, il y a énormément de choses qui ont tendance à reposer sur les épaules de la maman. Donc, pour pas courir au burn-out,
Surtout qu'au début, l'activité qu'on va lancer en tant qu'entrepreneuse, on va y mettre beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc, il faut continuer à y croire. Il faut y aller avec une énergie positive. S'il y a des choses qui ne marchent pas, bien sûr, il faut les réajuster. Je ne dis pas de foncer joyeusement dans le mur, mais ça peut décourager. Et si à côté de ça, on n'est pas soutenu avec des gens qui croient en nous, qui croient en notre projet, qui sont là pour nous soutenir, ça c'est difficile. Donc il faut vraiment qu'il y ait... C'est comme quand on a un enfant au départ, qu'on est complètement paumé, qu'on a un bébé naissant à la maison et qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est en panique. Si on n'a pas un réseau de soutien autour de nous pour nous dire c'est bon, c'est normal, calme-toi, tu es une bonne maman, tu vas y arriver, on peut facilement aller au burn-out, quoi. Puis, et du coup, les choses qui peuvent ou les obstacles qui pourraient... ça a coupé. Ah voilà, oui, ça a coupé effectivement. Donc tu redisais. Okay. Et donc du coup, les obstacles. Et du coup, les obstacles que tu pourrais enjamber facilement deviennent des énormes cailloux sur ton chemin et tu butes dessus. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. On essaie de tout porter sur nos épaules et on nous a appris à ne pas nous plaindre. Et je pense que là, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide et à aller chercher du support pour justement arriver à se dégager du temps. D'accord, ok. Donc, avoir un soutien derrière soi, un réseau aussi. Tout à l'heure, tu as déjà fait mention au tout début que tu faisais partie d'un réseau de femmes. Donc, on parle de réseau, mais on parle aussi du coup d'entourage. C'est ça? Ton conseil, c'est vraiment d'avoir un entourage derrière toi quand tu fais ça. D'accord, ok. Bah, merci. Alors, qui sont les personnes qui t'inspirent de façon générale? Alors, de façon générale, les gens qui m'inspirent sont les gens combatifs. Je n'ai pas de nom précisément à te donner, mais c'est ceux qui arrivent à rester debout dans l'adversité. C'est les gens qui sont opiniâtres, c'est les gens qui sont têtus, qui se battent. Tu disais tout à l'heure, la justice et l'égalité, c'était des valeurs importantes. Donc, je pense que c'est ça qui m'inspire le plus. C'est vraiment et puis de faire réseau, en fait, avec ces gens-là. Parce qu'ils renvoient une flamme et une passion qui est rare. Et je pense qu'il est très facile de se laisser aller par un certain brouillard, je ne sais pas comment dire, une certaine morosité ambiante. Et justement, le fait de refuser ça et de s'indigner et d'être en colère, après, même si voilà, cette colère, c'est bien de la transformer aussi dans quelque chose de positif, justement. Je pense que moi, c'est ça qui m'inspire chez les gens. Et c'est ça je pense que c'est aussi mon moteur personnel, en fait, cette colère-là. Oui, effectivement. Est-ce que tu savais que souvent on dit les personnes qui t'inspirent, leurs valeurs, ben, ce sont en fait aussi des valeurs que toi, personnellement, tu as en toi, en fait. Donc, quand tu dis les personnes combatives, elles t'inspirent, la force, etc., ben, en fait, c'est parce que tu reconnais aussi ces valeurs chez toi. Et ça, ça se remarque aussi dans ce que tu es en train de dire. On reconnaît bien que tu t'inspires de ça. Et le fait de s'entourer justement de ces personnes, eh ben, c'est aussi, comme tu dis, un moteur. Ça te pousse. Et il faut s'entourer des personnes qui nous tirent vers le haut. Et c'est ça que tu viens d'expliquer. Donc c'est aussi un conseil à retenir. Alors,
dis-nous un petit peu comment se passent tes journées. Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as des choses que tu fais, par exemple de la méditation ou... Explique-nous un peu ce que tu fais quotidiennement. Ok. Alors, j'ai essayé la méditation. J'ai déjà essayé la méditation, mais je n'ai jamais réussi à intégrer une pratique quotidienne dans mes routines. Ça a toujours été des efforts ponctuels et vraiment que je n'ai pas trouvé tenables sur le temps. En revanche, il y a des pratiques qui peuvent être ou tenir de la méditation, comme par exemple m'occuper de mes plantes ou jardiner. Ça me fait beaucoup de bien, ça me permet de me déconnecter. Et en même temps, je sens qu'en fond, il y a des choses qui continuent à se faire, j'ai des pensées qui reviennent, mais j'essaie vraiment de me connecter sur d'autres êtres que moi et de les regarder attentivement, d'essayer de... Je les bouge de place, je les arrose, je leur apporte vraiment du soin. Je récolte aussi de temps en temps. Ça me permet vraiment de faire une pause. Et je me suis rendu compte que parfois, quand j'étais énervée, on a toujours des petits rituels, des petites choses qui nous calment quand on est énervé. Par exemple, quand je m'énerve avec mon mari, lui, il va faire la vaisselle. Bon ben moi, tout de suite, je prends de l'eau et j'arrose mes plantes. Du coup, ça te donne pas envie de t'énerver plus souvent pour qu'il aille faire la vaisselle? Non, j'ai pas à faire ça parce que tu sais, tout à l'heure on parlait du réseau et puis d'avoir des personnes soutenantes. J'ai de la chance d'avoir un mari qui me soutient énormément dans mon projet. Et d'ailleurs, le matin où je me suis levée et où je lui ai parlé de mon projet des 1600 vulves, il a marqué un temps pour je sais pas, vraiment réaliser ce que je venais de lui dire, c'est-à-dire, ok, parce que j'étais arrêtée, j'avais le travail arrêté, j'étais suivie par un médecin, ça allait pas. Donc j'ai dit, bon écoute, je vais pas prendre mes antidépresseurs, je vais faire 1600 vulves, ça avait l'air complètement fou. Mais il m'a dit, allez, d'accord, fais-le. Il m'a aidé à l'organiser, puis... Donc le soutien était super important de son côté et ça, ça t'a vraiment beaucoup aidé. Et justement, faire une petite parenthèse par rapport à ça, est-ce que tu es d'accord que qui dit féminisme ne veut pas dire anti-homme? Oui, ça c'est un raccourci en fait qu'on nous oppose beaucoup et en partie à raison, dans le sens où au départ, moi mon féminisme au départ, c'était vraiment une colère contre les hommes. Parce que tu vois les comportements des hommes au quotidien. C'est eux, la plupart du temps. Bien sûr qu'il y a des femmes qui ont intégré le sexisme et qui sont aussi nocives au final, nocives envers nous. Mais voilà, c'est le comportement des hommes qui m'énervait au quotidien. Que ce soit la condescendance au quotidien, les réunions de famille, on ne te laisse pas parler, on te coupe la parole, ou alors les réunions au travail, on va moins t'écouter. Donc, au départ, oui, cette colère-là, ma colère était envers les hommes. Puis, je me suis rendu compte en me documentant, en écoutant des podcasts. D'ailleurs, je conseille l'écoute de podcasts féministes. Il y a des merveilles. J'ai découvert en fait que ça allait plus loin que ça. C'est-à-dire que les hommes étaient comme ça, c'est pas naturel que les hommes se comportent comme ça, c'est une construction culturelle d'une société qu'on appelle la société patriarcale. Et donc, une fois que tu comprends ça, en tout cas, moi, une fois que j'ai compris ça, j'ai compris que les hommes, eux aussi, étaient formatés pour s'opposer à nous. La seule différence étant que si eux se conforment, ils gagnent des privilèges et que nous, on a du mal à se conformer parce qu'on a des tas d'injonctions paradoxales qui font que même si on se conforme,
on est un peu sur un fil de rasoir parce que si on fait trop ou pas assez, ben, voilà, on est critiqué, puis on n'a pas le même niveau de privilège des hommes. Une femme, pour atteindre une place dans un conseil d'administration, devra toujours être 2-3 fois plus motivée, compétente et devra faire preuve d'une diplomatie extrême pour naviguer là-dedans. Donc c'est ça. Donc, je suis désolée, là, j'ai fait une dissertation, mais je pense que oui, la première étape dans ta déconstruction, au final, c'est de la colère et puis tu identifies les hommes comme une cible. Mais au final, après, je pense qu'au fur et à mesure de la déconstruction, tu vois que c'est plus grand que ça. Et d'ailleurs, même les hommes, puis je vais faire rapidement, mais les hommes, quelque part, sont aussi victimes du patriarcat, pas à la même échelle que nous, parce que comme j'ai dit, eux, ben, en gros, ils gagnent un peu plus. Mais les hommes sont socialisés très jeunes. Je vois les petits garçons dans la classe de ma fille. Très tôt, ils intègrent qu'il ne faut pas pleurer, qu'il faut être fort, qu'il ne faut pas mettre de rose, en tout cas qu'il ne faut pas être assimilé à une fille. Et donc, très tôt, c'est la guerre des sexes dans la cour d'école. Donc, il y a un formatage comme ça aussi du masculin des garçons vers cette virilité triomphante-là. Effectivement. Je suis d'accord avec ça, avec ce que tu dis, c'est très juste. On terminera sur la dernière question. Quel conseil pourrais-tu donner à ces femmes qui sont à la recherche de leur ikigai pour se lancer? Quels seraient vraiment tes conseils à toi? Mon conseil, ça serait vraiment d'être proactive et de s'entourer dans sa recherche et de ne pas attendre qu'un événement difficile survienne. On sait que les événements difficiles sont souvent déclencheurs de ce genre de choses-là. Je pense qu'on pourrait s'en passer parce que ça fait gérer beaucoup de choses en même temps. Moi, je sais que là, j'ai beaucoup de choses à démêler. Et donc, du coup, la poursuite de mon ikigai est un peu plus lente. Ou peut-être elle est en même temps que je dois travailler sur mon activité, je dois travailler sur mon bien-être parce que ça ne va pas, parce que j'ai des choses à régler par ailleurs. Et je pense que mon conseil, ça serait celui-là, de ne pas attendre de se prendre un train en pleine figure pour se dire qu'on peut être heureuse. Eh ben, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Et je tiens vraiment à te remercier pour ton partage. Pour ton partage aujourd'hui. Je pense que ça va vraiment inspirer d'autres femmes. Enfin, j'en suis certaine en tout cas parce que on s'est toutes un peu retrouvées dans une situation où on a l'impression d'être seule au monde à vivre ça, à vivre cette peine, à vivre cette douleur. Et je pense que tu vas vraiment pouvoir aider avec ton partage. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette interview en tout cas. Et je te souhaite énormément, en tout cas de tout mon cœur, je te souhaite beaucoup de réussite dans ton activité et belle continuation. En tout cas, je continuerai à te suivre et on va tous continuer à te suivre. On sera derrière toi et on regardera ce que tu fais et on attendra la vulve géante avec impatience. Donc voilà, merci beaucoup à toi. Alors si vous avez envie de suivre le conseil de Sandrine, si vous n'avez pas envie d'attendre qu'un événement important vienne chambouler votre vie et vous remettre en question, si vous aussi du coup vous avez envie de trouver votre ikigai et que vous avez envie de vous lancer dans votre projet de cœur, vous regardez en dessous de cette vidéo et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir passer à l'action. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.